Eh bien, bonsoir, messieurs, dames. Euh, Paracha Bo, 5484. Paracha qui va voir donc la libération pardon, des enfants de Béné Israël. Alors, comme d'habitude, on va poser nos questions en introduction pour ensuite faire la liaison avec tout le reste. Première question, pourquoi autant de plaies? Question du chiot. Pourquoi il y a besoin de 10 plaies? Alors, c'est une question qui est à laquelle on répond aisément, une question connue, où on répond, c'était pour montrer la puissance absolue de Akadosh Baruch Hu, puissance d'Hachem, puissance absolue d'Hachem, donc à tous les niveaux. Niveau de, le, au niveau de la terre, de l'eau, des animaux, de la, de la nature, on va dire, du corps humain, donc des microbes, de tout ce qui comprend la physiologie, si on peut dire ça comme ça, d'un homme, toute la complexité du corps humain, de la nature, dans le sens où Hachem, il va montrer qu'il peut faire résider ensemble des éléments qui ne peuvent pas résider ensemble, comme la migraine, qui était une boule de glace avec du feu dedans, etc. Donc ça, c'est un petit peu la, la raison qu'on invoque. Il y a, bien sûr, vous savez, Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes de chaque sujet dans la Torah. Donc ici, on va pousser un petit peu la question, pourquoi les diplés? Et notamment, les diplés étaient donc par groupe de trois. Par groupe de trois, parce que Pharaon, il avait dit au début de toute l'histoire, c'était dans la paracha Shemot, il avait dit à Moshe Rabbeinu, quand il est venu la première fois, il a dit, qui est Hachem? Je ne connais pas Hachem. Donc, premièrement, qui est Hachem? Je ne connais pas Hachem et je ne laisserai pas partir le clan d'Israël. Donc, il a dit ça en trois parties. Et sur ces trois parties, on va faire trois groupes de plaies. On va mettre la Makata Bechorot de côté. La dernière plaie, on la met de côté pour l'instant. Et donc, il y avait les trois plaies. D'accord? Par trois plaies, 3 fois 3, 9. Donc, et pour la question qu'il a dit, mais qui est Hachem? C'est-à-dire que là, il y a pas que je ne le connais pas, c'est qu'il n'y a même pas sur qui s'appuie. Et quand on dit qui est Hachem, tu me présentes quelqu'un, je te dis qui c'est ce monsieur, j'admets son existence, on va dire. Mais quand tu dis qui est, d'accord, qui est Hachem, lui, ça veut dire il n'existe pas. Donc, première chose, il n'existe pas. Alors, quand je lui ai montré qu'il existait sur les trois premières plaies. Dame, c'est faire des akinim, c'est-à-dire le sang, être vivant en tant que grenouille, qui est le sang, c'est le liquide, et c'est faire des akinim, la terre, kinim, euh, donc la terre, l'eau, la terre, et ce qui est entre les deux. D'accord? Donc, il a dit qui est Hachem? Ben voilà, regarde. Il a la puissance sur ça. Il a dit, bon, mais je ne connais pas Hachem. C'est-à-dire quoi? Dire que, bon, même s'il a ça, il ne peut pas intervenir dans, le, comment dirais-je, dans la marche du monde. Il n'intervient pas. Alors là, il y a les autres plaies. D'accord? Un rov des vers shekin, un rov, donc les bêtes sauvages, des vers, les maladies, les animaux, et shekin, les, euh, les pustules, donc les ulcères. Donc il montre que dans la maladie, dans l'épiderme, partout, dans les animaux, d'accord, et dans comment dirais-je, les maladies des animaux, les animaux sauvages, et quand il y avait les animaux sauvages, quand ils envahissaient l'Égypte, ils venaient avec leur environnement
environnement naturel, c'est-à-dire que les ours polaires, ils venaient avec tout autour d'eux de la glace. Et donc, quand on s'approchait d'eux, avant de manger un Égyptien, ils sentaient le froid de -40 là, sur la banquise, etc. La chaleur des tigres du Bengale et l'humidité, etc. Et ils sentaient tout ça. Donc, c'était une belle preuve que là aussi, Akadosh Baruch Hu, il intervient dans le monde. Et ensuite, il y a les dernières plaies. Et dans les dernières plaies, hein, la huitième, donc il y a Barat, et il y a la huitième, c'est les sauterelles. Alors, les sauterelles, on va essayer de comprendre pourquoi de la plaie des sauterelles. C'est la seule plaie où Pharaon il se dépêche. Dans le passage qui est marqué comme ça, de la plaie des sauterelles, Vaïmer Paro. Il s'est dépêché Paro, l'icro les Moshe d'appeler Moshe, Moshe, Aaron. Venez, 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 enlève-moi ça, enlève-moi, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Quand on regarde entre nous comme ça, la plaie des sauterelles, c'est une plaie qui est une plaie qui a l'air pas tant que ça. Bon, c'est vrai que le Midrash il raconte que les sauterelles, elles avaient du venin, elles crevaient les yeux des gens, elles avaient des becs d'acier. Bon, le Midrash, il est violent, d'accord, il est très, très violent. Mais les bêtes sauvages, comme on l'a dit avant, c'était pas non plus. Donc, pourquoi il s'est dépêché? Il s'est dépêché. Et en fin de compte, pourquoi c'est la plaie de Makata Bechorot pour laquelle il craque, entre guillemets, Pharaon? Pourquoi Makata Bechorot? Pourquoi Makata Bechorot, Pharaon, il craque? Comment c'est. Il n'a pas peur, Pharaon. Il y a eu des morts, il y a beaucoup de morts avant, les Égyptiens. Il y a eu des morts. Pourquoi? Ben, la sauterelle, il y a eu des morts. Les bêtes sauvages, il y a eu plein de morts. Ils ont dévoré les Égyptiens. Même les grenouilles, il y a eu des morts parce qu'elles rentraient dans les corps, etc. C'était un carnage. Là, entre guillemets, ce ne sont que les premiers-nés. Qu'est-ce qu'il a fait que Pharaon, il a dit, allez, partez, 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 partez. C'est-à-dire qu'il a reconnu, quand il dit pas, c'est qu'il reconnaît l'existence d'Hachem. Qu'est-ce qui a fait que le Makat Abel-Khorot, il reconnaît l'existence d'Hachem? Alors, bien sûr, le Shmuel, il sait que il y avait plusieurs Bechorim qui mouraient dans la même maison parce que les femmes égyptiennes étaient infidèles et donc elles avaient des Bechor de différents hommes. Donc, des Bechor de différents hommes. D'accord? Elle, c'était pas le Bechor, elle avait son mari, le premier enfant, c'est le Bechor, et le deuxième, elle l'avait avec le voisin, et le voisin, c'était son premier enfant, donc il était Bechor aussi, du voisin. Donc ils étaient deux Bechor, côté. Donc, ça veut dire que comme elles étaient très, très infidèles, eh bien, il y avait des Bechorim, plusieurs dans chaque maison. Ça, c'était une raison, on avait évoqué ça une fois. Mais là, on va aller sur un autre chemin. Donc, ici, la question qu'on va reposer. Les plaies, elles sont par trois. Et vous regarderez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a dit elles sont par groupe de trois. La première et la deuxième, Moshe, il avertit Pharaon. Il l'avertit. Il dit, si tu ne veux pas ça, tu auras ça. La troisième, il n'y a pas d'avertissement. La quatrième et la cinquième, il y a oui un avertissement. La 16e, il n'y a pas d'avertissement. Il n'avertit pas Pharaon, il lui tombe dessus comme ça. La 7e et la 8e, il y a oui un avertissement. La 9e, il n'y a pas d'avertissement. Donc, tous les fins de cycle, il n'y a pas d'avertissement. Donc, la première et la deuxième, il y a un avertissement. La quatrième et la cinquième, il y a un avertissement. La 7e et la 8e, il y a un avertissement. Mais 3, 6, 9, pas d'avertissement. Pourquoi? Deuxième question. Il y a quand même quelque chose qui se pose dans cette paracha et dans toute cette, et particulièrement dans cette paracha, puisque ça commence comme ça. Pourquoi on a besoin, pourquoi Hachem il veut, il fait un process que Moshe, il doit aller demander la permission à Pharaon de partir. Laisse partir mon peuple. Donc on lui demande la permission, quoi. Comment pas c'est Akadosh qui lui dit, va chez Pharaon, demande-lui de partir. C'est Akadosh qui met ce système en place. Dès le départ, paracha Shema, tu vas aller chez Pharaon, tu vas demander de laisser partir le peuple. Et on verra ce qui se passe. Et à chaque fois, il lui dit, retourne chez Paro, dis, laisse passer mon peuple, laisse partir mon peuple, sinon tu auras ça et ça et ça. Et il avertit. D'accord? Pour les plaies pour lesquelles il a averti. Pourquoi ça doit passer
en... Pourquoi ça passait pourquoi ça passait comme ça? Pourquoi on a besoin de l'autorisation de Pharaon? Je vois il met à plat toute l'Égypte, allez, sortez, j'ai décidé que vous serez mon peuple libre, sortez, allez encore. Pourquoi il y a besoin de quoi ça? Très bien. Troisième question, quatrième question, pardon. Moshe, il va, comme à de Makat HaBechorot, Moshe, il va pas faire comme tout le clan d'Israël. Tout le clan d'Israël, il va aller dans les maisons égyptiennes et prendre les grandes valeurs. Prendre, prêter. Ils vont donner d'eux-mêmes. Il faut aller demander quand même. D'ailleurs, ils ne voulaient pas. Mais comme dans la plaie de l'obscurité, ils avaient vu, ils avaient pris leur repère. Alors, ils avaient regardé où ils avaient mis les richesses, comme chacun le sait. Hein. Alors, ils lui ont dit, non, tu as là, ici, tu as, t'as des bijoux, ici, tu as ça, ici, tu as ça. Ici, tu as des bitcoins, ici, tu as des lingots, ici, tu as des... D'accord. Et donc, ils sont partis. Et ça, c'est normal parce que Hachem avait dit à Abraham, ta descendance sera esclave pendant 210 ans, 430 ans, excusez-moi, après, on calculera une autre fois comment ça fonctionnait, les 430 ans. Mais ils repartiront avec de grandes richesses. Donc il fallait mettre en place la promesse qu'avait fait Hachem à Abraham, et il fallait partir avec des grandes richesses. Donc c'était bien de prendre l'argent. Mais Moshe n'a pas fait ça. Pourtant, Moshe, c'est le premier qui veut que ce soit cohérent avec la promesse d'Abraham. Il ne fait pas ça. Il va chercher le cercueil de Yosef. Pourquoi il ne cherche pas l'argent? Pourquoi tu te précipites là-bas, le cercueil de Yosef? Alors là, on va regarder un petit peu, commencer à répondre aux questions. Je répète quand même les questions. Pourquoi les plaies 1, 2, 4, 5, 7, 8, elles ont des avertissements, et les 3, 6, 9, il n'y a pas d'avertissement? Pourquoi la plaie des sauterelles, c'est la seule plaie où Pharaon se dépêche? Il dit enlève-moi ça, je ne peux plus. Pourquoi Moshe, il s'occupe de chercher le cercueil de Yosef et pas de chercher l'argent? Et pourquoi la Makabat Bechorot, c'est là où il craque complètement Pharaon, et une cinquième, pardon. Et pourquoi il faut demander la permission à Pharaon? Pourquoi il faut dire, et là la paracha commence, et là on va commencer à faire le lien entre les différentes questions et les réponses. Elle commence par beau, va chez Pharaon. Encore une fois, va chez Pharaon et demande-lui de faire sortir mon peuple. Donc négocie, quoi. Pourquoi tu négocies? Parce qu'il y a besoin de négocier avec des ennemis qui tuent. Pense qu'à ça. Pas de négociation, le bon Dieu. Pourquoi? Pourquoi Moshe est obligé de passer par là? Alors, on va répondre aux questions de façon un petit peu indépendante et ensuite on fera le lien. On va commencer par les plaies. Pourquoi il y a 2 fois d'avertissement et 1 fois pas d'avertissement? Donc on a dit elles sont des groupes de 3. Alors en fait, il y a un principe qui est le suivant. Il y a un cas où quelqu'un il faute, il n'est pas prévenu que c'était interdit. Alors il a un certain côté de ce qu'on appelle shogeg. Il faute sans connaissance. D'accord? Quelqu'un qui vient, il est nouveau à la Torah, nouveau à la religion, il va allumer la lumière Shabbat en toute bonne foi, il n'a pas appris, et il va dire, mais moi, on m'a dit qu'il ne fallait pas travailler. Comme tout le travail, je n'ai pas ouvert le magasin, voilà, mais quoi, c'est un travail, ça, la lumière? Ah ben oui, attends, on va t'expliquer. Donc, quand il a allumé la lumière cette fois-ci, il est ce qu'on appelle shogeg.
Il a péché par inadvertance. Très bien. Enfin, qu'il avertit, c'est différent. Donc, en fait, à chaque fois, Pharaon l'avertissait 2 fois. Dans le même groupe de plaies, donc on l'avertissait 2 fois. La troisième fois, il n'y avait plus d'avertissement. Ça tombait tout de suite. Et il ne pouvait pas dire, j'ai pas, je suis pas au courant, moi. J'ai pas été prévenu, il ne pouvait pas dire ça. Pourquoi tu as été prévenu 2 fois? Une fois, une deuxième fois au cas où tu n'es pas bien compris. Et Hachem, il sait très bien qu'il a bien compris, mais ici, Rabotai, c'est à nous que ça s'adresse. Parce qu'il faut savoir que on a chacun de nous un petit pharaon en nous et un petit Moshe. Un petit Moshe, ça m'embête, mais disons un Moshe, mais il est petit, il ne faut pas se prendre non plus, il n'est pas Moshe complètement. Bien que je m'appelle Moshe, mais je non, mais il y a un petit Moshe, il y a on va dire une dynamique Moshe en nous et une dynamique pharaon en nous. Et donc ça s'adresse aussi à nous. Toute cette histoire-là, il faut que c'est joli, on la raconte aux enfants, on peut regarder ça de façon un petit peu détachée, mais non. Vu les événements actuels, malheureusement, on se sent quand même un petit peu plus concerné par des Béné Israël qui sont emprisonnés dans l'Égypte, etc. Ça t'achète que pourquoi il envoie la libération de tous les otages, la protection de tous les Khayalim et de tout le clan d'Israël et la paix. Shalom, c'est le mieux. Euh, et donc, ici, ça veut dire que souvent, nous, on ne comprend pas les choses. Pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi? Mais bon Dieu, il t'a déjà prévenu. T'as déjà eu. Regarde un petit peu les. Ouvre. T'as prévenu. Ce pas des choses aussi dramatiques, mais on est prévenu. Mais quand une fois que tu as été prévenu une fois, 2 fois, après, ne t'étonne pas. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il faut regarder et savoir avoir un œil vigilant. Un œil qui est un œil qui doit être upgradé, excusez-moi de cette expression, mais c'est la bonne, upgradé chaque jour. Tu ne dois pas avoir la même vision du monde et de toi-même et de ton rapport avec Hachem d'un jour sur l'autre. Ça s'appelle la teshuva. Et donc là, on va venir ici répondre à la question sur les sauterelles. Pharaon, il s'est dépêché, les sauterelles, il a dit enlève. Je ne peux plus, les sauterelles, enlève. Enlève. Il n'a pas dit ça sur aucune. Imagine des bêtes sauvages qui viennent, etc. Il a demandé, il a supplié qu'on l'enlève. Il n'a pas dit, c'est pas dépêché. Il y a même certaines plaies où Moshe il a dit, bon, je vais l'enlever. Dis-moi toi quand tu veux l'enlever, Pharaon. Et Pharaon, il a dit, oh là, il bluffe, Moshe, il contrôle rien. Il sait par nature, par météo, c'était pour la baraque, pour la graine, qu'il a vu dans le ciel des astres, il a vu avec son pouvoir, que ça allait s'arrêter là, immédiatement. Donc, quand le gars il prend des coups, tu lui dis, quand est-ce que tu veux que ça s'arrête? Tac, tac, qu'est-ce que tu dis? Maintenant, tout de suite. Donc, lui, il s'est dit, Moshe, il attend que je dise tout de suite. Donc, il a fait un coup de bluff, Pharaon. Il a dit, demain. Il est prêt pour piéger Moshe de souffrir encore. Moshe lui a dit, d'accord. Et le lendemain, tac, c'est suspendu en vol, et même ce qui était en vol, ça a disparu. Donc ici, c'est la seule plaie où la sauterelle, il n'aurait pas dit ça. Si Moshe lui avait dit, quand est-ce que tu veux? Ben voilà, je cours, je m'arrête tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors on va regarder un petit peu le texte et on va comprendre un petit peu mieux. Le texte comme ça, il dit, tout au début de la paracha, il menace Pharaon, il lui dit, si tu refuses de renvoyer mon peuple,
Eh bien, j'amènerai des sauterelles dans tes limites, dans tes gvulecha, dans ton territoire. Gvul, c'est une frontière, dans tes frontières. Vechissa et en haaretz. Et il va couvrir l'œil de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, quoi. Il dit qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Elles vont monter, il y aura 3 mètres. Moi, j'aurais dit, au lieu de dire il couvrira l'œil de la terre, j'aurais dit elles seront d'une épaisseur de 3 mètres. Elles monteront de 3 mètres. Elles grouilleront de telle façon qu'elles seront à hauteur d'homme. Mais elles couvriront l'œil de la terre. Ça paraît loin, quoi, l'œil de la terre. C'est quoi cette expression? Mais lo yuchal lirot et haaretz. Et on ne peut pas voir la terre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu me dis, elles vont venir par vagues de 3 mètres. Là, je me dis, ça me fait peur. Je me dis, elles vont couvrir l'œil de la terre et on ne pourra pas voir la terre. C'est quoi cette menace? Ça vous fait plus peur ça, ou ça vous fait plus peur, il y aura une vague de 3 mètres, de 20 mètres de sauterelles qui va s'abattre. Tu l'imagines tout de suite, ça, tu te dis, non, 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 c'est pas possible. C'est incroyable. Et quand Rachid sur place, il est très étonnant. Rachid commente, Lo yuchal, Aroé, celui qui voit, l'irot et haaretz, voir la terre. Bon, qu'est-ce qu'il me répond, Rachid? Qu'est-ce qu'il me veut? Lo yuchal l'irot et haaretz, il dit, celui qui voit, il ne pourra pas voir la terre. Ah oui, c'est Rachid Kavod, Rachid Akadosh, Rachid Atzadik, on ne comprend rien. S'il avait été là, je l'aurais dit, je ne l'aurais pas dit parce qu'il y a des explications que je vais vous donner, mais apparemment, on aurait pu lui dire, maître, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Et en plus, il continue, il dit, mais Lachon Ketsara. C'est un Lachon court. C'est une. Je comprends rien. Je comprends rien. Et ensuite, plus tard, quand elles viennent, l'armée, elles sont venues, etc. C'était un col on le redit. Elles ont couvert, pardon, tout l'œil de la terre. D'accord? Et kol haaretz. Au début, il y a marqué Vayichissa et en haaretz, l'œil de la terre. Et là, il est marqué Vayichas et en kol haaretz, toute la terre. Il a dit elles vont couvrir l'œil de la terre. Et là, il est marqué elles vont couvrir l'œil de toute la terre. Vayichach haaretz, elle s'assombrit la terre. Vayichal et kol esev haaretz, ils ont mangé toutes les. Et après, Vayimaer Pharaon. Tout de suite, Vayimaer Pharaon. Tout de suite. Le passouk d'après, il n'a pas attendu. Les autres, il a résisté un peu. Il y a un passouk ou deux. Pharaon a été envahi. Et les cornichons dans son palais. Et les ceci et cela. Et les trucs. Et puis finalement, il a été demandé à Moshe, arrête l'histoire. D'accord? Il y a un principe qui s'appelle qui est le suivant. Le passouk, quand il y a la menace de Moshe, il dit la chose suivante, elles viendront, elles couvriront l'œil de la terre, on ne pourra pas voir la terre, puisque l'horizon est couvert, bon, on ne prend pas tout ça, et ensuite, Ve'achal et yeter apeleta, elles vont manger ce qui reste, anisheret lachem minabarat, ce que la grêle vous a laissé. Ve'achal et kol etz atzomeach lachem, et ils vont manger kol etz, tout arbre, Atzomeach qui pousse lachem pour vous, minasade. Qui pousse pour vous, lachem pour vous. On sait que c'est les récoltes des Égyptiens. Et minasade, on sait que tout ça, ça a lieu dans les champs. On ne parle pas des parcs d'attraction ici. On parle des champs. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Et le ve'achal et kol atzomeach lachem. Pourquoi il est marqué kol ha'etz, tous les arbres? Ils ont pris le reste aussi. Ils ont pris l'herbe qui restait
de la graine, ils ont pris tout le reste, ils ont pris toute la... Donc pourquoi tu précises le Etz, Minasadeh et des champs? Il y a un principe, Rabotai, qu'on dit que Adam, c'est Etz Asadeh. Un homme, c'est un arbre des champs. Et là, on va rentrer en profondeur. Chacun, dans la vie, il a une façon de voir. D'accord? La façon de voir qu'il faut que l'on voit, non, c'est l'œil, la gematria de l'œil, c'est Ain Yud Nun, c'est 130. On a deux yeux, donc c'est 260. 260, c'est 26 fois 10. 26, c'est le nombre d'Hachem. 10, c'est aussi une particularité de Ribono Shel Olam. Et donc, on doit avoir des yeux avec le filtre à Kadosh Baruch. Mais beaucoup de gens, ils ont d'autres yeux. Nous, en premier. Des fois, on l'a, des fois, on l'a pas. Des fois, c'est partiel. Des fois, on croit qu'on l'a. Tu es à la choule, tu crois que tu l'as, mais tu penses à autre chose. Quand tu pries ta Amida, tu penses au rendez-vous que tu as après. Tu penses que j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qu'elle a la femme? Ah oui, c'est mardi, couscous poisson. Ah, je parle pour l'étudier. D'accord? Ah, c'est génial. Tu es dans Body, Manachno, tu es dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'œil, les yeux, c'est 260. 260, on va avoir un filtre Hachem. Pharaon, il a tout sauf ça. Quand arrive la, la- le ciel qui s'obscurcit par les sauterelles, je te montre que tellement Hachem il est puissant, tellement Akadosh Baruch Hu il est puissant, c'est qu'il maîtrise tout, tout. Et ta façon de voir, elle va être, je vais te plier, je vais te cacher ton œil. Tu ne vas pas comprendre ta nature, toi, Pharaon, qui t'es habitué à beaucoup d'autres valeurs, ta nature qui t'est arrivée à... Eh bien, l'œil, ça ne sera pas le même. Il faut savoir que le peuple juif, il s'assimile, malheureusement. Il y en a qui renaissent, il y en a qui s'assimilent, il y en a qui continuent. Mais il y a beaucoup d'assimilation. Sinon, on serait plusieurs milliards. On est une nation plus vieille que les Chinois. Une nation bien plus vieille que les Hindous. Bien plus vieille que les Pakistanais. Je crois qu'ils sont 700 millions, un truc comme ça. Je ne sais pas, je peux me tromper. Mais... Hein? Donc, nous, on dit pas. Donc, donc, on devrait être des milliards, on s'assimile. Maintenant, parfois, quand je vois, il nous ouvre les yeux. Il nous ouvre les yeux. Il nous ouvre les yeux. Moi, je ne regarde pas les informations, c'est un petit peu déprimant et surtout pas les détails de certaines choses. Mais quelqu'un m'a dit qu'il y a un homme d'extrême gauche, en Israël, je ne sais pas le nom, qui a dit que le 7 octobre, ses idéaux sont morts. Il est très proche du Hamas, etc. Il a dit, mes idéaux sont morts le 7 octobre. Mes idéaux sont morts, mais moi, j'ai revécu, j'ai ressuscité. J'ai compris ce que c'est d'être juif. J'ai compris ce que c'est d'avoir un chemin tracé. J'ai compris ce que c'était l'amour du juif entre nous. Et donc, moi, j'ai ressuscité. Je m'étais trompé et mon œil est mort là-bas. J'ai dit à la personne, c'est la paracha de cette semaine. C'est ça qu'il a voulu faire Hachem avec Pharaon. Il a voulu dire à Moshe, hein, moi, je vais t'expliquer ce qui se passe avec Pharaon. Je ne vais pas le fracasser en une fraction de seconde qui n'est même pas une fraction de seconde pour qu'il t'oblige, qu'il dise partez. C'est de lui-même qui va réfléchir jusqu'à ce que son œil, il change. Je vais aller jusqu'au bout, doucement, doucement. Et je vais le renforcer dans son mental, c'est sa résistance mentale au coup,
à la pression. C'est ça qui, Hachem, il a endurci son cœur, on a expliqué la semaine dernière, il me semble, pour qu'il puisse supporter et rester objectif. Si tu mets un pistolet comme ça sur la tête de quelqu'un, ou si tu le tapes, il a trop mal, tu dis alors tu vas avancer ou pas? Bien sûr, je vais avancer, mais il ne veut pas avancer, lui. Il ne peut pas supporter. Mais si maintenant tu lui mets une armure en fer, tu tapes, ça ne lui fait rien. Tu veux avancer? Non, je n'avancerai pas. Donc c'est ça qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Il a dit non, non, tu vas comprendre et avancer de toi-même. Et là, c'est pour ça, l'arbre, c'est l'homme, c'est un arbre des champs. C'est ça qu'il a mangé. Les sauterelles, elles ont mangé l'arbre des champs. C'est pas qu'elles ont mangé l'arbre. Pourquoi tu me dis qu'elles ont mangé l'arbre et tout ce qui pousse? Pourquoi l'arbre, ça ne pousse pas? Dis, ils ont mangé tout ce qui pousse. Sommaire, ça veut dire du végétal. Tout ce qui pousse. Ben, l'arbre, ça pousse. Pourquoi tu dis Kol etz, tout arbre a sommaire qui pousse lachem? Enlève le kol etz. Pourquoi tu mets le etz? Minasade, bah, je sais bien où ils sont, je sais bien ce qu'ils mangent. Des champs, c'est des champs. Etz, Etz Assadé, c'est un homme. Il est avec cette plaie-là, sauterelle, qui a fait la chose suivante. On a dit Bechol Givulecha. Il y avait, chaque pays, il a des frontières, oui. Il dit, elles seront dans toutes les frontières. Et bien, il y avait des frontières tracées, certaines connues, certaines disputées avec les pays voisins au niveau de l'Égypte. Et les sauterelles, elles traçaient le Bechol Givulecha. C'est-à-dire, il n'y a pas une sauterelle qui était en couche. Couche, c'est l'ancienne Éthiopie. Mais l'Éthiopie, je crois que c'est 2 pays après. Mais ça s'appelle Couche à l'époque. D'accord, ce qui était frontalier avec l'Égypte. Il n'y avait pas une sauterelle chez les Couchites. Il n'y avait pas une sauterelle en Goshen. C'était des milliards de sauterelles. Des milliards de sauterelles. Elles couvrent l'œil de la terre, c'est-à-dire que le pshat, le sens simple, c'est qu'il y a l'horizon, tu vois que du noir. Et tu vois le soleil un peu brillant là, et là, tu as du noir qui bouge comme ça. Et ça, c'était l'œil de la terre. Mais dans notre explication à nous, c'est la façon de voir. Là, il commence Pharaon à étouffer, il n'arrive plus. Mais ce n'est pas encore fini, parce qu'il ne veut pas les laisser partir. Et là, on voit le travail qu'on doit faire, nous, sur nous-mêmes. Ça, je vais vous raconter quelque chose, une histoire extraordinaire, qui montre le travail qu'il faut avoir sur nous-mêmes et qu'il faut avoir les yeux de 260, les yeux vis-à-vis d'Hachem. C'est un Rosh Yeshiva qui écrit la chose suivante. Un Rosh Yeshiva, il écrit qu'il faisait la queue chez Raphaël Kanievski, passion pour. Et là-bas, les gens, ils passaient les uns après les autres. Et à part si tu voulais parler en privé à Raphaël, c'était il y a assez longtemps, à l'époque où il recevait un petit peu plus longtemps que vers la fin de sa vie. Et à part le moment où, à part si les gens ils voulaient être, comment dirais-je, parler en vrai, en privé, alors à ce moment-là, ils demandaient à la personne derrière de s'écarter. Mais sinon, les gens, ils étaient à 1 mètre, quoi. Ils les laissaient bien sûr côté du Rav, mais ils étaient capables d'entendre ce qui se passait. Le Rosh Yeshiva, il était devant, ou derrière plutôt, 2 personnes qui arrivent, qui parlent au Rav Kanievski, qui lui dit, on voudrait que vous tranchiez quelque chose. Le Rav, il dit, je ne suis pas Dayan. Il dit, non, mais ce n'est pas une question d'halakha strict, c'est une question d'un comportement, on voudrait savoir comment se comporter. Il dit, très bien. Il dit, voilà. Il dit, il y avait un monsieur qui s'appelait Shimon. Shimon, c'était un monsieur qui était malade, il avait plus ses reins, et il lui fallait un rein très spécial, parce que c'était une qualité de sang, une qualité de groupe sanguin, etc., très spécial, très rare pour la compatibilité. Et voilà que il y a Lévi, qui est l'autre personne, qui a vu ça,
qui a vu dans une annonce, qu'il a vu comme ça, je ne sais pas comment, et qui était en bonne santé, et il s'est dit, mais si je sauve la vie d'un homme, je vais donner un rat. Et il donne son rat. Mais il a une condition, il veut que ce soit anonyme. Lévi voulait que ce soit anonyme, que personne ne dise à la personne. Il a demandé pourquoi, il a dit, c'est trop gênant Et puis je veux faire ça, BCTF. Je veux faire ça sans, je veux faire ça sans qu'il y ait une publicité autour de moi. Très bien. C'est ce qui s'est passé. La personne, Shimon, a été sauvée. Mais Shimon, c'était un monsieur extrêmement riche. Mais lui, il n'était même pas au courant, puisqu'il lui était son rein-point. Et Shimon, il lui a demandé qui c'est qui m'a sauvé la vie? Qui c'est qui m'a donné un rein? Ah, alors, euh, les gens lui ont dit anonyme. Bon, un monsieur très très riche qui met les moyens, il a trouvé. Il a payé la secrétaire, le truc, machin, il a payé. Enfin bon, il a fait son enquête, il a mis les moyens, il l'a trouvé. Il a frappé à sa porte, il a dit voilà. Voilà. Bonjour monsieur, vous êtes qui? Je suis Shimon à qui vous avez sauvé la vie. Mais non, vous vous trompez. Ben, vous êtes bien Lévi qui habite là, 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 là. J'ai toutes les preuves et tout, et je veux vous remercier. Il lui dit, mais voilà, je veux rien, j'ai pas de problème. Il dit, ouais, il lui tend une enveloppe. Il lui dit, c'est quoi cette enveloppe? Il dit, ouvrez. Il ouvre, il y a un chèque là-bas d'un montant, l'histoire ne le dit pas, mais pharaonique, c'est le cas de le dire. D'accord? Et Lévi, il rend le chèque immédiatement à Shimon et il lui dit, pas du tout. C'est pas du tout, mais il voit, apparemment, votre maison, elle n'est pas très grande. C'était à Bnei-Brak que ça se passe. Lui, Lévi, c'est quelqu'un qui étudie à Torah à plein temps. Donc, pas, il ne roule pas sur l'or, loin de ça. Il a sans doute des dettes parce qu'il a marié quelques enfants, bar mitzvot, etc. Mais il refuse catégoriquement. L'autre, il insiste, il dit, écoutez, je ne comprends pas. Voyez, vous pouvez habiter un appartement mieux, ouais, c'est cela. Vous lui sauvez la vie. Ouais, cet argent, serait parti, je ne sais pas où. Donc, je vous donne une vraie somme pour que vous changiez votre vie. Très bien, très bien. Il refuse, catégoriquement. Et donc, comme il y en a un, c'est un, il y en a un, c'est un avraire, quoi. Donc, il va écouter ce que dit Raphaël Kanevski. Et l'autre, le Shimon en question, le riche, c'est un homme aussi religieux, pas ultra orthodoxe comme ça, mais qui respecte évidemment, qui sait que Raphaël Kanevski, c'est le Gadolador. Ils sont d'accord, tous les deux, ils se disent, on va voir Raphaël. Ce qui dit Raphaël, on fait. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Moi, je ne veux pas de ce chèque. Lui, il dit, vous n'avez pas le droit de refuser. Bon, moi, je veux vous le donner. Tac, tac. Allez, on va voir Raphaël. Donc, ils sont devant Raphaël, ils expliquent l'histoire. Et donc, il y a Rosh Yeshiva qui écrit l'histoire. C'est Rosh Yeshiva qui était témoin de cette histoire, puisqu'il était juste derrière, il a écouté. Et, et donc, Raphaël, il les écoute patiemment, il écoute toute l'histoire. Et le Shimon, il dit, Rav, il faut qu'il accepte mon chèque. Moi, je suis malheureux. Je souffre de ne pas aider quelqu'un qui m'a sauvé la vie, de ne pas pouvoir l'aider. Et l'autre, Lévi, il dit, Rav, je ne veux absolument pas, je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi tu ne veux pas? Parce que moi, je veux le salaire de ce que j'ai fait, mes sirops de Nefesh, j'ai sauvé la vie de quelqu'un, j'ai donné de mon corps, je veux tout là-haut. Je veux rien ici. Alors, s'il me donne cette somme, que ça va changer ma vie, mon confort de vie sera différent et je pourrais étudier encore peut-être plus, mais c'est même pas évident. Mais en tout cas, je veux pas ce salaire ici, je le veux là-haut. Après, il réfléchit, et puis il dit à Lévi, accepte le chèque. Il dit, mais Rav, je veux pas me priver Il a dit, tu auras tout là-haut. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que tu vois que Shimon, il te dit, je souffre de ne pas le donner. Tu lui as sauvé la vie, c'est un poids quelque part. Tu dois la vie à quelqu'un. Il faut équilibrer un petit peu. Sachez que quand on fait beaucoup de recettes tout le temps à la même personne, il faut à un moment lui demander un service, même si tu n'as pas besoin.
Lui dire, tiens, tu peux pas m'accompagner là-bas à la gare demain matin à 5 heures, un gros service, mais toi, tu as fait plein de services. Il dit, bah oui, bien sûr, je t'accompagne. Dis-moi, avec tout ce que tu as fait pour moi, ouais, non, bon, mais c'est 5 heures, c'est chaud. Eh ben, voilà. Si c'est toujours dans un sens, c'est trop pesant. Et à la limite, ça va détériorer les relations, contrairement à ce qu'on puisse penser. Parce qu'il y aura un déséquilibre. Et à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu vas me dire il a fait ça, Hachem, dans la nature de l'homme? Pour que quand tu donnes, tu le fasses, l'ishma. Parce que quand tu donnes, il ne faut pas attendre qu'une vraie récompense. Parce que plus tu donnes, plus l'autre il se sent redevable. Et si jamais il n'a pas la capacité de te rendre, à ce moment-là, c'est compliqué. Donc, il faut toujours, l'intelligence, c'est de demander un service, demander un truc, etc. Ça, il ne faut jamais que ce soit unilatéral. Bien sûr, le riche par rapport au pauvre, il va plus donner que l'autre. D'accord? Mais le riche, il doit dire au pauvre à un moment, tiens, je te prête ma voiture, mais d'un côté, amène-moi demain matin, et si tu peux te bloquer la journée de la semaine prochaine ou une demi-journée parce que j'ai mon chauffeur qui n'est pas là et je sais que tu conduis bien. Et l'autre, il va dire, bon, il va être content de ça, il va être très content de ça. Et ça rééquilibre. Donc Raphaël, il lui dit, puisque tu lui fais plaisir en acceptant le chèque, tu vois qu'il souffre pas le chèque, eh bien, tu fais du bien à un juif, puisque tu fais du nachat à un juif, donc ce chèque, tu peux l'accepter. Et il ne vient pas en déduction de ce que tu as fait dans le fait de donner ton rein. Vous avez compris? Très bien. Très bien. Donc extraordinaire, le Rosh Hashiva, il est impressionné de la réponse de Raphaël. Et il lui dit, après, il dit à Raphaël, quand il est seul, quand il pose la question, à Raphaël, il lui dit la chose suivante. Il lui dit, Rav, comment ça se fait qu'on peut donner un rein? Rav, il lui dit, parce que tu sais qu'Hachem, il a créé 2 reins, mais médicalement, on peut vivre avec un sans problème. Les 2 ne sont pas du tout nécessaires. D'ailleurs, des fois, les gens ils vivent qu'avec un seul rein, on est un peu triste, machin, mais ils vivent parfaitement bien. Très embêtant s'il a un problème avec le 2e rein. Mais alors il dit, mais pourquoi Hachem il a créé 2 reins à ce moment-là? Puisqu'on peut vivre avec un. On n'a bien qu'un seul estomac, un seul foie, un seul, je sais pas, cœur. D'accord? 2 poumons, ça s'explique. Tac. Mais 2 reins, pourquoi? Alors Laurent Shiva qui a posé la question, il se rappelle tout d'un coup que dans l'Agmara Brachot, il y a marqué, il pose la question, le Talmud pose la question. Un élève pose à son Rav, pourquoi Hachem il a créé 2 reins? Tu vois, sachant qu'il y a un rein qui n'est pas nécessaire. Ça, c'est il y a 2000 ans, hein, messieurs, cette question. Je pense qu'ils ont, dans le monde moderne, ils ont dû savoir que avec un rein, il n'y avait pas de problème. Je pense qu'il y a moins d'un siècle, hein, je peux vous le garantir. Nous, ça fait juste 2000 ans. Quoi. Donc, c'était un scoop il y a 100 ans, mais un scoop qui datait pour nous de 2000 ans. Et donc, la Gemara pose la question, et la réponse, c'est un pour le Yetzeratom, un pour le Yetzerara. Vous savez que le rein, c'est là qui, l'envie, elle est là. D'accord? L'envie physique, ça prend les reins. Et bien, donc, il y a un rein qui va représenter l'envie comme ça de faire une mitzvah, et l'autre rein qui a l'envie de faire le contraire. Le Alenu Chaz Shalom. D'accord? Mais il faut que ce soit en parallèle. La Gemara répond ça. Raphaël, il connaît toute la Gemara par cœur. Donc, le Rosh Hashiva, qui a, en même temps qu'il pose la question, il s'est rappelé de la réponse de la Gemara. Il sait que Raphaël, il connaît toute la Gemara par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Pas que ça, toute la Torah par cœur. Donc, il se mord un peu l'œuvre et il dit, bon, ben, je vais poser une question de bébé, quoi. Je veux dire, même moi, je me rappelle, enfin, même moi, il est Rosh Hashiva quand même. Mais bon, on est high level. Et en fait, Raphaël, il ne répond pas ça. Mais écoutez ce qu'il répond. C'est extraordinaire. Il répond, il a donné un rein supplémentaire pour qu'on puisse le donner. C'est sûr. C'est une autre vision des choses. C'est un autre œil. C'est un œil que de bonté, que de tourner vers l'autre.
C'est ça que Pharaon, il était à l'opposé de ça. Et son système de vision, il commence à s'obscurcir. Et ça mange l'arbre qui est des champs, qui est l'homme, puisqu'on dit que l'homme, c'est Sadé. Et ces sauterelles-là, elles commencent à manger l'arbre des champs, c'est-à-dire le manger lui-même dans ses convictions, et de mourir, comme il a dit cette personne ultra-gauche, ultra-gauchiste, qui dit que je suis mort le 7 octobre. Et j'ai ressuscité le 8. J'ai changé. C'est ça le principe. C'est pour ça que maintenant, lui, il ne peut pas supporter ça. Il dit, ah, enlève-moi ça. Enlève-moi ça, enlève-moi ça. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer. Nous, on voit des choses. Et on ne veut pas changer. Je ne sais pas pour moi. Et on ne change pas, on ne change pas, on ne change pas. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il te faut pour changer? Qu'est-ce qu'il faut? C'est dur, mais c'est comme ça. Il nous faut un 7 octobre, il nous faut quoi? C'est compliqué quand même. En tout cas, ici, c'est la raison pour laquelle il a couru. On a dit, on avait posé la question, comment ça se fait que Pharaon, il a craqué définitivement Makate Bechorot. D'accord? Makate Bechorot, elle paraît pour nous, puisque c'est la dernière, la plus dure, la plus meurtrière. Mais c'est pas vrai. C'est pas la plus meurtrière. Comme je vous ai dit, les bêtes sauvages, tout le reste, c'était beaucoup plus meurtrier. Pourquoi? Alors là, il y avait une vision définitive de Pharaon, où là, il va dire, partez. On va comprendre. Qu'est-ce qu'il a vu Pharaon à Makate Bechorot? Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, tu diras qu'on va frapper à Chatzot. À Chatzot, pile au milieu de la nuit, le milieu de la nuit pile, il y aura le Makata Bechorot. La mort des premiers-nés, pile au milieu de la nuit. Pile au milieu de la nuit, c'est-à-dire, vous prenez le début du jour, ou plutôt le début de la nuit, d'accord? Vous prenez le début du jour, vous obtenez un temps, vous coupez en deux, c'est Chatzot. On est d'accord? Maintenant, le début du jour à Paris, est-ce que c'est le même que le début du jour à Strasbourg? Non. Non, c'est beaucoup plus à l'est. Maintenant, on va se rapprocher. Le début du jour à Paris, est-ce que c'est le même début du jour qu'à Reims? Non. Il y a moins de différence qu'avec Strasbourg, mais le début du jour à Paris, est-ce que c'est le même début du jour qu'à Créteil? Non. Le début du jour dans le 16e, est-ce que c'est le même début du jour que dans le 19e? D'accord? Non. On n'est pas copains avec des gens du 19e, quoi. Pas que c'est jeune. Trace de chat. Mais c'est pas le même, bien que c'est très proche. Maintenant, de façon au millième de seconde, entre deux personnes qui sont à 2 mètres, Khatsot, il est différent. C'est un millième de seconde, certes, mais Khatsot est différent. Le milieu de la nuit est différent. Qu'est-ce qu'il a vu, Pharaon? Il a senti ça. Il a senti que la plaie, quand les gens ils mouraient, ils criaient, il y avait des cris, il y a eu des cris dans toute l'Égypte, mais ça a fait des cris comme ça. Il a vu que ça se déplaçait comme ça. Ça se déplaçait comme ça, et vers l'ouest, puisque le soleil se lève à l'est, donc c'est le début du jour, il vient de plus en plus, il vient d'abord vers l'est et après vers l'ouest. Donc il a vu que ça venait plutôt vers l'est, et il voyait dans les trucs, il voyait même dans son palais, il y en a un qui tombe, et l'autre il tombe juste après. Donc il s'est dit, là, il a lâché tout. Elle a dit, je crois, animal amine. Il y a Hachem. Là, j'ouvre les yeux. Là, je n'ai pas le choix. La maîtrise absolue de tout. Non seulement de la matrice de savoir qui était premier-né ou pas,
Mais de savoir ce Hatzot-là, c'était des grands astronomes, d'accord? Des grands astrologues aussi. Ils savaient tout sur ils prévoyaient, ils étaient. Donc, quand il a vu ça, il a dit, ça y est. Et c'est ça qu'il voulait Hachem. Hachem, il veut qu'à un moment, Pharaon le fasse volontairement. Ça y est, tu as fait de chouva, tu as baissé la tête. Pas t'as baissé la tête parce que je te frappe, je te fracasse, mais tu penses toujours pareil. Non, tu as baissé la tête dans ta façon de penser, dans ta façon de voir. Tu as fait tes chouvas, quoi. Et tous ces éléments-là, vous savez ce que c'est la vie d'un homme. Un homme, il est fait de ce qu'on appelle des événements heureux, des événements malheureux. On ne peut rien y faire. Il y a des plus, il y a des moins. Hachem, il épargne tout juif de drames et tout juif de souffrances terribles. Mais il y a toujours des plus et des moins. On va parler d'une vie qu'on souhaite, qui est. Mais il y a des fois, on a des déceptions, il y a des fois, il faut changer de travail parce que on s'écroule. Je préserve, il y a des choses difficiles, il y a des fois des problèmes de shalom bayit, des problèmes d'éducation des enfants, problèmes de marier les enfants, c'est compliqué, problèmes de. etc. C'est des événements qui doivent faire que nous, on doit ouvrir les yeux de plus en plus. Pour que nos yeux, ce soit 130 et 130, 260. C'est une façon de voir comme Raphaël. Raphaël, il étudie la Torah, il connaît tout. Mais quand on lui demande pourquoi on peut vivre avec un ré, on en a donné deux, il ne sort pas tout de suite la Gemara comme ça. Parce qu'il y a Yetzirata, Yetzirara. Ça, c'est quelqu'un qui connaît toute la Torah. Mais lui, il ne sait pas qu'il connaît toute la Torah. Il a une vision de la chose qui est la vision de la connexion avec le Ribono Shel Olam. Mais le Ribono Shel Olam, il veut qu'on donne, il veut qu'on soit généreux. Donc Raphaël, tout de suite, il lui dit, mais non, c'est parce qu'il y en a qui est fait pour donner, le cas échéant. On a sur nous, il faut comprendre, on a sur nous un réservoir, un rein, qui est là qu'au cas où, s'il y a besoin, si tu es le seul compatible, il faut le donner. C'est fait pour ça. On est conçu comme ça. Ça, c'est la vision, c'est la façon de voir les choses. Quand tu as une histoire qui est plus terre à terre, mais qui est très, très symptomatique. C'est vrai qu'il est arrivé à un homme qui avait un magasin en Pologne, comme ça. Non, c'était pas en Pologne, excusez-moi, c'est récent, je ne me rappelle plus le pays. Il avait un magasin, je crois que c'était une très très grosse quincaillerie. Et donc, c'était vraiment très lucratif. Il avait des clients, des grossistes, il faisait du gros aussi, etc. Et tous les matins, il allait très très tôt, 8h30, il y avait des employés qui arrivaient, il ouvrait lui-même, il travaillait dans la rue. Arrivé à l'âge, pas vieux, mais déjà bien mûr, ça commençait à blanchir, il s'est dit, c'est un juif. Il s'est dit, mais tout cet argent, il me sert à quoi? Il a commencé à faire une introspection et il a commencé à aller à la choule un petit peu le matin avant la tfila. Puis après, évidemment, il y avait le rabbin, le rav qui était là, ou des amis. Il s'est fait des amis. Et ils m'ont dit, écoute, tu sais, tu pourrais étudier la Torah, tu grandis dans la Torah, et tu vas étudier, tu vas faire besoin de beaucoup d'heures, mais tu peux ouvrir ton magasin plus tard. Et il dit non, 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 je veux me réveiller plus tôt, et puis il commence à étudier. Puis un jour, il est pris par l'étude, et c'est extraordinaire, il goûte à ça, et puis il regarde la montre, 10h30, il se dit, ah, faut que j'y aille là, parce que mais et quand il arrive devant le magasin, il y a une voiture de police, il y a sa femme en larmes, il y a des employés. Parce que lui, il avait coupé le téléphone, il étudiait, il était sérieux. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben rien, j'ai étudié. Sa femme elle commence à le déchirer. Quoi? Mais tu comprends quoi? Tu train, le déchire. Et là, très keto, bon, la police elle dit, bah, on est content de vous voir. Il ouvre la porte du magasin, il dit à sa femme, bon, bien, on va régler ça tranquillement, arrête de me crier dessus. Il, euh, il ouvre la porte du magasin, il est très, il se matraque, puis après, il prend sa femme à part et il lui dit, je comprends pas. Imagine qu'on t'ait dit que j'ai été kidnappé.
t'ai dit que j'ai eu un malaise et que j'ai été amené à la clinique. Et que finalement, quand tu arrives à la clinique à 10h30, tu vois que je suis sur pied. Je dis non, c'est rien, il y a eu un petit truc, mais tout va bien. Là, je sors, je fais des papiers. Ah, chérie, tu serais contente, non? Alors pourquoi ici, tu n'es pas contente? C'est la même chose. Tu aurais été privé de moi de 10h30, tu te serais inquiété pareil. Et donc là, parce que j'ai étudié. Donc faut voir. Alors il a dit, et l'œil, imagine, accueille-moi comme si pendant 2 heures, j'étais mort, que je reviens. Ça, c'est parce que quoi? Il y a marqué quand un homme il meurt dans la tente. Il meurt dans la, pas dans la tente en attendant, dans la tente, dans une tente, bah ouais, dans une maison. Quand tu étudies, il n'y a plus rien d'autre. C'est une vision. Alors, il lui a dit à sa femme, et la bonne vision. C'est ça que je vous dis que c'est la façon dont on voit les choses qui va nous orienter. Et Pharaon, tout ça, ces 10 plaies-là, c'est crescendo pour que finalement son œil se retourne, mais que lui fasse la démarche. Et à un moment, il ne peut plus. Les coups sont trop forts. Alors Hachem, il lui en dit sur le cœur. Je veux que tu ailles au bout de ta démarche. Alors je t'endurcis. Pas pour que tu gardes ta volonté, tu veux pas, tu es contre, mais que finalement, tu saches résister à ces épreuves-là pour regarder et changer malgré la pression et que tu changes tout seul. Arrive la plaie des premiers-nés. Là, il a changé. C'est pour ça qu'on dit qu'il a fait. Et alors, c'était pas si facile, parce qu'on verra la semaine prochaine qu'il y a un Béchalach qu'il a regretté, comme un Baal Teshuvah qui finalement regrette. Il fonce pour les noyer, pour les tuer, et il va se faire noyer. Et plusieurs commentateurs disent que il a fait Teshuvah définitivement à ce moment-là. Quand l'eau est tombée sur lui, mais on verra ça la semaine prochaine, à ce moment-là, il a fait Teshuvah. Donc un petit peu avant sa mort, il a fait Teshuvah. Certains disent qu'il a même été rescapé, que c'était le roi de Ninive, dans l'histoire qu'on a avec Jonas. Donc ici, on voit quoi? Que tout ça, ces histoires Moshe, Pharaon, etc., c'est une façon de voir la vie. C'est une façon de voir les choses. De la même façon que la Torah, il y a des principes macro, de façon générale, faut toujours nous positionner en micro, tout petit que je suis, tout ça. Il faut regarder et comment tu t'insères là-dedans. Et on a un pharaon en nous. Et il ne faut pas attendre d'avoir les yeux 130 et 130, 260, d'avoir un prisme qui s'appelle Hachem et que tout est Hachem. Tout est Akadosh Baruch Hu, la matière c'est Akadosh Baruch Hu. La tour Eiffel, si on met le fer en enlevant le vide, et ben on obtient 2 mètres sur 2 mètres, un truc comme ça. Bon, après, tu ne peux plus le toucher, tu ne peux plus le bouger, le truc. Mais tu obtiens en matière pure, 100% que de la matière, à l'intérieur, il n'y a pas de vide, tu obtiens 2 mètres sur 2 mètres. 2 mètres de haut, 2 mètres de large, 2 mètres de profondeur. Pourquoi? Parce que c'est que du vide. Je te montre. Le physicien, il te dit, c'est une énergie qui fait que ça tient. C'est l'énergie qui fait que ça tient, mais sinon il y a du vide dedans. C'est pas que ça tient, c'est bien solide. Non, il y a du vide, mais comme c'est en mouvement, d'accord? L'atome, neutrons, protons, etc. Ça bouge alors ça tient. Bombe atomique, c'est que je casse ça. Donc là, tout explose. C'est ça le danger. C'est que ça casse cette harmonie, cet équilibre. Et ben, un homme, c'est pareil. Un homme, il doit bouger. Un homme, il doit changer son œil. Il doit le regarder, il doit l'améliorer, il doit faire attention. Il doit prendre les événements qui arrivent, qui sont extérieurs, intérieurs ou proches, moins proches. Il doit considérer ça, il doit faire une introspection et se dire, mon œil, il est comment? Est-ce qu'il est comme celui de Pharaon ou pas? Qu'Hachem il fasse qu'on puisse avoir les yeux en haut, dirigés vers Kadosh Baruch Hu, pour comprendre que chaque événement, il n'y a rien d'hasardeux, il n'y a aucun hasard. Chaque événement, ne serait-ce qu'on prend comme information, d'accord? Et à plus forte raison, les événements actuels, ce n'est pas des informations, ça nous touche. Ça nous touche. J'ai un garçon dans le cadre professionnel, j'ai eu un rendez-vous tout à l'heure,
Et là, je travaille 8 heures par semaine, donc ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. D'accord? Donc, j'ai travaillé 2 heures, donc un quart de mon travail, d'accord, de ma semaine, donc je suis fatigué. Et, et j'ai été très étonné parce que c'est un vrai gaillard. Je parle de nature, et il habite en Israël, et donc on discute purement, d'accord, travail. Et puis à un moment, il se met à pleurer. Je discute comment ça se passe là-bas, et là, il se met à pleurer comme un bébé. Comme un bébé, la vérité, comme un bébé. C'est très impressionnant. Tu vois quelqu'un de costaud, machin, et les mâchoires comme ça, tu vois, tu te dis, lui, tu lui mets un costume avec machin, et tu dis qu'il est bodyguard de je sais pas qui, ça marche très bien. C'est quoi ça? C'est qu'il vit comme nous. Peut-être on a moins cette sensibilité, mais il vit comme nous. Du fait qu'ils sont en Israël, qu'il habiterait à Nana, qu'ils ont été touchés par un attentat, etc. Ben, il vit le problème des autres complètement, il a un autre œil. Donc il a une sensibilité plus importante. Et donc c'est ça la Watae. Il faut que notre œil ne soit pas sur des choses stupides, parce que si elles sont des choses stupides, eh bien, tu n'as plus la place pour les choses importantes. C'est comme quand tu aimes quelque chose. Les gens me disent, je peux avoir un chien. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec le chien? Lui donner de l'affection, et c'est aimer, etc. Mais je ne rentre même pas dans le côté religieux. Tu vas donner de l'affection, donc cette affection, tu ne peux pas donner de l'affection comme ça. Tu as une dose d'affection à donner, sinon tu te liquéfies. Donc ce temps que tu vas lui donner à ce chien, tu vas le promener, tu vas le truquer, ce temps-là, tu le feras en moins sur tes enfants, tu feras en moins sur ça. Tu ne peux pas tout faire dans la vie. Tu es limité. Donc il faut avoir le bon œil, et dans les mitzvot, dans les choses que Hachem nous demande, et Bezrat Hachem, que ma chère qui vienne, Amen. Amen. Shabbat shalom, messieurs, que Dieu vous bénisse.